On nous demande souvent des mâles Vuitton, Goyard, Moina pour servir de table basse, poser un verre par-dessus. Et donc, sur cette idée-là, puisque les gens souvent ne rangent rien à l'intérieur, on s'est dit avec Marc et Marie, et si on fabriquait modestement la plus belle malle du monde? Alors évidemment, elle n'est peut-être pas la plus belle malle du monde, mais on a voulu faire une malle pour ranger vos rêves, vos espoirs, pour ranger ce que vous voulez, qui soit originale et conceptuelle et différente. Pour ça, j'ai demandé à Stéphane Morvan de Typos Woodworking, dont je mettrai le lien de la chaîne en bas dans la description, de nous fabriquer, et vous voyez ces images, puisqu'il a fait une vidéo sur la fabrication, de la structure en frêne qu'il nous a fabriqué, un frêne de 10 mm, ce qui était un véritable challenge, puisqu'il fallait que ça soit suffisamment costaud tout en étant ultra fin pour arriver à fabriquer une malle relativement originale. Donc Stéphane a l'avantage et la qualité d'avoir une CNC et de savoir s'en servir. Il nous a donc fabriqué cette structure où, alors malheureusement j'ai eu un problème de vidéo et je n'ai pas filmé la reprise des queues droites, puisque toutes les queues ont été reprises à la main au ciseau à bois, il y en a 211. J'ai passé un temps fou et je ne sais pas pourquoi la vidéo n'a pas fonctionné, mais bref, c'était pas important. Pour le collage, ça a été très sport, puisque en fait, comme vous le voyez, j'ai collé toutes ces parties-là dans un premier temps, puis après la face arrière dans un second temps, pour arriver tout simplement à ce que je serre-jointe suffisamment. Donc ça a été collé à la colle blanche, avec des serre-joints partout, hein, de manière à ce que toutes les queues droites soient le plus ajustées possible. Puis après, ben, une bonne séance de découpe où il a fallu découper toutes les queues droites. Et selon les positions, c'est pas toujours évident sur un grand objet comme ça. Donc je me suis bien amusé. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai utilisé une scie japonaise, la plupart du temps en alternant les dents fines et un peu plus grosses, selon les endroits et selon la fragilité de l'endroit où je sciais. Et j'ai ébavuré, on va dire, au rabot de paume en fin de travail. Avant, une fois que la malle est entièrement montée, il va falloir maintenant la trancher. Alors la méthode que j'utilise n'est pas forcément à conseiller aux bricoleurs. C'est une méthode quand même qui est relativement dangereuse, donc je ne vous la conseille pas, je vous la montre, mais je ne vous conseille pas de le faire, bien que sur de grands objets c'est pas trop dangereux, mais il faut relativement faire attention quand même, dans le sens où pour pouvoir scier tel que nous le faisons là à l'écran, il faut évidemment enlever toutes les sécurités. Alors on le fait tout simplement parce que la malle étant grande, la lame va se retrouver cachée par la boîte, par la malle en tant que telle. Mais c'est relativement casse-gueule pour la dernière section que vous allez couper. C'est la raison pour laquelle vous nous verrez sur les images mettre une cale. Et là, comme c'est du bois massif et que je ne savais pas s'il était nerveux ou pas, ou s'il y avait des fibres contrariées ou pas, au moment où on va détacher les deux morceaux, il faut évidemment pas que le couvercle ou le fût se retrouve dans la lame ou resserre pour pas que ça reparte en arrière. Alors c'est d'abord dangereux pour la personne qui le fait, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est moi qui suis devant, donc c'est la partie à risque et à rejet, mais c'est surtout dangereux pour le projet quand vous avez passé autant d'heures euh, à bosser sur quelque chose. Il y a le coût du sous-traitant, entre guillemets, hein, Stéphane Morvan, qui est parti d'un plot de chaîne. Hein, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Mais il y a aussi bah, le temps passé. Hein, là, j'ai passé déjà plusieurs heures à refaire les queues droites, à les ajuster. Et donc, on n'a pas du tout envie que ça pète ou alors que ça.
partent en vrille. Euh, pour ceux qui ont déjà vécu un rejet sur une planche, savent de quoi je parle. Donc il faut relativement faire attention. Voilà, le moment fatidique est là et il faut passer relativement bien droit contre le guide. Et là, ça s'est bien passé. Hop, on découpe, on détache. Il n'y a plus qu'à poncer. Les finitions, en l'occurrence, là j'ai utilisé un vernis incolore mat. Pareil, ils n'ont pas été filmés parce que bon, j'ai pas jugé utile de vous filmer du vernis, hein. C'est long puisque c'est que des petites sections de bois. Mais en gros, bien évidemment, c'est ce qu'on a fait, hein. Donc il y a un ponçage rapide des champs pour dissimuler les parties éventuellement brûlées, parce que ça peut éventuellement brûler un petit peu. Et ensuite, il y a un ponçage à la main qui a été fait de toutes les petites sections, de manière à avoir une finition vraiment propre. Voilà, puis il faut bien mettre l'arrière avec l'arrière et pas le contraire. Voilà, et la petite photo là c'est pour Instagram, puisque sur Instagram on publie plus de projets. Euh, donc n'hésitez pas à aller consulter notre compte Instagram et à vous abonner à notre compte Instagram, puisqu'évidemment on publie plus de petites choses au quotidien et de photos un peu différentes. Des photos du musée, des photos des plus belles pièces qu'on ait restaurées, des photos de pièces rares, des choses comme ça. Donc c'est relativement sympa à voir. Ensuite, vient une bonne séance de défonceuse, enfin d'affleureuse, avec une fraise en quart de rond. Et là, comme c'est un projet en bois massif et pas un projet avec une losine, il fallait que le quart de rond épouse la forme du coin. Donc là, on a des coins en 40 mm de côté, dont la courbe intérieure est à 4 degrés. Donc une petite recherche de fraise de quart de rond pour que le résultat épouse tout de suite l'angle du coin. Avec une malle normale avec des cornières en cuir ou en losine, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut plus ou moins presser le coin tel qu'on le veut. Là, il fallait que ça colle tout de suite. Donc on fait un quart de rond, on coupe les angles et ensuite on vérifie en tapotant le coin qu'il est bien plaqué sur les trois côtés. Alors je fais une petite parenthèse, vous voyez que mon affleureuse elle est équipée d'une fraise très très bas de gamme, fraise chinoise à 3 francs 6 sous. Contrairement à la plupart des youtubeurs qui vous conseillent des fraises haut de gamme, des outils de coupe parfaits, moi je fais tout le contraire. Alors la raison est simple, c'est que d'habitude nous quand on fait des quarts de rond, on fait très souvent des fûts comme ça, qui ont des clous. Et plutôt que de s'embarrasser à gérer euh, l'enfoncement des clous, je préfère utiliser des fraises à 3 francs 6 sous pour faire un quart de rond. Ça suffit amplement. Et puis quand j'ai pris deux trois clous et que ma fraise est morte, je prends ma fraise, je la jette et c'est pas un problème. Euh, Vu le prix de la fraise, j'ai pas de regrets. Lorsque je travaille du bois massif, c'est quand même plus agréable. Alors là, j'ai une collection de fraises un peu plus costaud. Et j'ai simplement oublié, alors que je n'ai pas de clous évidemment là, hein, c'est que du bois massif et de la colle, hein. J'ai oublié de modifier ma fraise. Mais ça marche très bien. Ça nécessite juste un tout petit peu plus de ponçage manuel. Mais donc, pour des maltiers, ne vous étonnez pas, le choix de fraises
vraiment bas de gamme est un choix réfléchi et pas du tout une erreur de travail. Alors ensuite, on passe à la losineuse. Donc là, c'est l'établi de Maltier qui permet en fait normalement, traditionnellement, poser les losines. Et on va poser la bijouterie. Et comme c'est une malle en bois massif un peu particulière, on a choisi de n'avoir aucun clou, pardon, apparent à l'intérieur. Pour éviter que ceux-ci apparaissent à l'intérieur, je suis donc obligé de les couper tous, un par un, pour les avoir de la bonne longueur et de la bonne section. Et pour être sûr que les éléments en laiton posés vont être correctement fixés, la première chose après avoir nettoyé chaque coin, bien évidemment, ils ont été repolis, ils sont neufs, mais je les polis pour enlever toutes les traces. Et je pose ensuite de la néoprène de façon à coller mon coin par l'intérieur sur le bois. Puis, comme vous le verrez pour toutes les pièces, je l'ai fait. J'ai posé une goutte de superglue sur les trous de façon à ce que la queue du clou, lorsqu'elle rentre, elle prenne un petit peu de superglue et que la tête du clou posée sur le laiton soit collée. Ça permet tout simplement, lorsque vous n'avez pas de retournement de clou, de pouvoir en fait fixer le clou et que ça tienne vraiment euh, très correctement et bien longtemps. Donc voilà comment on pose un coin. On va le tapoter pour être sûr qu'il soit dans le bon angle. Pré-percé. Alors sur une malle normale, on ne fait pas ça. Sur une malle normale, on plante son clou puis on le retourne après. Là, sur une pièce comme ça, j'ai préféré pré-percer parce que le cloutage m'aurait éclaté le bois. Une petite goutte de super glue. Encore une fois, c'est pas pour faire tenir le clou, mais c'est plutôt pour qu'il ne bouge pas sur le coin. Là, j'ai utilisé des coins en 2 trous par face. Il existe des coins 1 trou par face, 2 trous par face, 3 trous par face et de différents types de tailles. Donc là, c'est un 40 mm et c'est un 2 trous par face, ce qui pour moi est plus élégant que les clous à un coin par face qui font un peu trop valise ou un peu trop cheap, un peu trop chinois.
c'est un travail long et fastidieux, qui prend du temps, qui nécessite un peu de soin pour éviter de casser quoi que ce soit. Et donc la losineuse est vraiment adaptée parce que ça évite les vibrations. La plaque en acier que vous voyez sous mon coude, qui est le support, qui peut être extrait ou raccourci, mesure 3 cm, doit faire une trentaine de kilos à peu près, et permet en fait vraiment d'éviter toute vibration lorsqu'on frappe. Voilà le résultat d'un coin posé. Alors une fois que les coins sont posés, eh ben, on s'occupe du reste. Et donc là en fait c'est les charnières. Donc les charnières, je les ai adaptées spécialement puisque je voulais des charnières autobloquantes pour éviter d'avoir à mettre un compas à l'intérieur, pour ne pas gêner la vue. Euh, je ne voulais pas mettre de sangle, je ne voulais pas mettre de compas, je voulais rien mettre du tout. Donc j'ai utilisé des petites charnières comme ça que j'ai adaptées en dimension. J'ai été obligé de leur refaire des trous parce que d'origine il n'y en avait que 2 d'un côté et 3 de l'autre, ou quelque chose comme ça. Donc on les a raccourcis pour les adapter exactement à ce qu'on voulait. Elles sont un mix entre du laiton massif et de l'acier. Je trouvais ça relativement joli. Et je plante les clous selon la même méthode que précédemment. Simplement ces charnières, je les ai collées à la superglue avant de les poser de façon à ce qu'elles ne bougent plus. Et j'ai placé des serre-joints pour éviter que évidemment mon couvercle ne bouge pendant l'opération. Une fois que ça c'est fait, bon bah j'adapte les coins dessous. Et ensuite, on va poser des pieds. Donc ce sont des boules de fond qui sont prévues à cet effet, hein, qui font quelques millimètres de plus qu'un coin, plus la taille du clou. Ça se pose avec des petits clous plats, et ça permet que la malle ne repose pas sur ses coins, ni sur ses clous, qu'elle ne raye pas un parquet, qu'elle n'abîme pas une moquette ou ce genre de choses, mais qu'elle se pose sur 4 pieds bien stables. Et là ensuite, bah, c'est l'opération la plus délicate, c'est positionner la serrure, choisir le modèle de serrure, positionner la serrure là où on veut. Donc encore une fois, la principale difficulté, c'est que là, il va falloir taper, il va falloir enfoncer des clous dans un bois qui fait 10 mm, qui est massif, dont certaines sections sont presque en bois debout, donc c'est relativement fragile tant que c'est pas fini de monter. Donc ce que je fais, je positionne ma serrure, je fais les 4 petits trous que vous voyez sur la platine, et je prends comme mesure l'emplacement de l'insert que je dois faire pour que ça rentre dans le bois. Donc il a fallu évidemment choisir une serrure dont l'insert soit inférieur à 10 mm, sinon on aurait vu de l'autre côté la mécanique de la serrure. Et j'ai un tout petit peu galéré avec la défonceuse parce que j'ai mesuré l'insert. Tout s'est bien passé pour l'incrustation, mais j'ai oublié, vous voyez, la petite place qui sert pour que le moraillon de serrure rentre dans la serrure. Donc il a fallu que je fasse 2 fois une perfo avec la défonceuse, une première fois sur l'insert complet, et une deuxième fois un petit trou à peu près de 2 cm par 2, exactement à l'endroit où le moraillon traverse la serrure de l'autre côté. Mais c'est relativement, enfin il n'y a rien de sorcier. Pour éviter que tout ça ne bouge, j'ai placé une planche en dessous que j'ai serre-jointée pour rigidifier l'ensemble et être sûr que rien ne bouge. J'ai aussi choisi de le faire sans gabarit. Donc vous voyez, je suis un peu sur le bout des pieds de temps en temps, parce que je suis un peu petit. Entre l'établi plus la hauteur des malles, c'est pas l'idéal. Et donc j'incruste ma serrure en faisant un défonçage. Donc le premier n'a pas suffi, il a fallu faire un deuxième défonçage et constater l'erreur de positionnement.
avant que la serrure se positionne complètement. Une fois qu'elle est positionnée et que l'insert est bien fait, on va prendre un petit repère. Voilà. Et on va se mettre à 2 pour être sûr que ça ne bouge pas au moment du cloutage, parce que au moment où vous clouez, vous avez toujours tendance à ce que la serrure pivote très légèrement sur elle-même. Voilà. Reste plus qu'à vérifier son bon fonctionnement. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est positionné. On démonte, on positionne et on vérifie qu'avec la clé ça marche, puisque il est important que cette malle ferme à clé, hein, puisque comme ça les voleurs ne pourront pas piquer ce qu'il y a dedans. Positionnement des poignets. Donc là, même motif, même punition. Je scotche pour prendre mes repères de dimension. Je colle, puisque là je veux être sûr que ça ne bouge pas quand je vais clouter. Je coupe mes clous. Donc pour ça j'utilise une tenaille particulière, une tenaille démultipliée qui permet de couper de l'acier relativement facilement. Puisque même moi avec mes problèmes de main, euh, j'arrive à couper relativement simplement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette malle, elle est faite pour transporter les rêves, elle est faite pour transporter les voyages, elle est faite pour transporter vos souvenirs. Euh, c'est une malle conceptuelle, c'est évidemment euh, pour sourire. Euh, mais comme beaucoup de gens me commandent des malles de décoration et rangent rien dedans, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant faire une malle où on range rien dedans. Nous avons éventuellement une option, un plan B, si elle ne plaisait pas, c'est que on a conçu un système de drapé pour mettre à l'intérieur et occulter en fait l'intérieur, mais j'ai trouvé que c'était juste beau comme ça, j'ai voulu vous la présenter telle que. Voilà ce qu'on peut faire avec un peu de temps et d'imagination. J'espère que ça vous aura plu. Bonne journée, à bientôt, abonnez-vous.